futur reconfiné du golfe de Porto, c'est le doc en direct du cabinet de Porto. Alors avant de faire cette vidéo basée essentiellement sur les tests de dépistage, je voudrais vous souhaiter une très bonne année en espérant qu'elle sera meilleure que 2020. Pace salut à tous. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Et oui, mes amis, vous l'avez vu avec ma tenue, hein. Bienvenue encore une fois en Absurdistan. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je ne vois pas grand chose. Bienvenue encore une fois en Absurdistan, le pays où il est plus facile d'acheter 3 kilos de poudre blanche en Hollande et se faire une rave party pendant 36 heures sous la bienveillance des forces de l'ordre qui veillent sur vous, que d'avoir de la poudre blanche sous les skis. Alors, je vais reposer un petit peu les skis là. On les reprendra tout à l'heure pour le tire-fesse. Hein. Un petit commentaire sur l'actualité. Effectivement, interdiction absolue d'aller skier en Suisse. Attention, ça ne rigole pas. Donc j'aimerais connaître ce qu'ils vont mettre sur le procès verbal pour les gens qui vont être arrêtés, étant donné qu'il n'est pas interdit d'aller en Suisse, qu'il n'est pas interdit d'aller chercher des chocolats en Suisse, et encore moins d'aller acheter des skis en Suisse, donc en dehors d'un flagrant délit. Je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Vous avez vu, ils ont voulu taper du poing sur la table et intimider la Suisse. Hein. Merkel, elle a très vite compris. Hein. Les Suisses, ils ont dit, bon, je ne sais pas s'ils ont encore des dossiers sur le pays, mais ils ont dit ça. Bon, Manu, il n'a pas bien compris, hein. Donc la Suisse lui a quand même répondu qu'il ne faisait pas partie de l'Union européenne. Les chanceux, et ils ont dit à Manu, bon écoute, faut que tu ailles jouer ailleurs. Donc depuis, il est allé jouer ailleurs, hein. Il donne des leçons de morale à Donald Trump. Encore une fois, cette arrogance française qui nous pousse à donner des leçons. Les Suisses nous ont répondu à juste titre, vous faites ce que vous voulez chez vous, et nous on fait ce qu'on veut chez nous. Voilà, et ils ont entièrement raison. J'adore ce pays. Alors un petit mot sur la situation actuelle. Là on est le 7 ou 8 décembre. Donc alors déjà les cas, le gros rebond que l'on attendait, où tout le monde nous a fait peur pour la suite des fêtes de Noël et du 1er janvier, pour l'instant n'est pas là. Alors on voit un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais là c'est la première vague. Alors bah évidemment, hein, la vague on la voit pas là, c'est le nombre de cas. La vague on la voit pas parce qu'effectivement les gens disaient rentrer chez vous et on n'avait pas de test, donc il y avait pas de... Et donc là c'est la deuxième vague. Et donc, bon, bah là, vous voyez, pour l'instant, ça a l'air de plutôt pas mal se passer. Et ensuite, ce qu'il faut quand même regarder, c'est les décès. Alors là, les décès, donc première vague. La deuxième vague, bah, vous voyez bien que c'est un plateau qui a commencé fin octobre, début novembre. Et là, bon, ça fait quand même pas mal de zigzags, mais vous voyez bien qu'on est clairement sur un plateau. Et quel que soit le confinement, déconfinement, couvre-feu, etc., c'est l'évolution du virus et je ne pense pas que l'on puisse y changer grand-chose. Et si on continue comme ça, eh ben, il semble que l'on soit parti jusqu'à fin mars, puisque la seule, pour l'instant, raison qui fasse varier le virus, ça reste quand même la saison. A priori, la main de l'homme n'y change rien, en tout cas au niveau des décisions de confinement, etc. Je pense pas que le couvre-feu va changer quelque chose, 18h ou 20h, ça va plutôt embêter les gens. C'est un peu compliqué pour les gens qui bossent, ils ne peuvent pas faire leurs courses, on limite vos déplacements, mais en fait on ne ferme pas les frontières, pour moi c'est complètement absurde. C'est très simple d'ailleurs, hein. Pour vous dire la vérité, nous à Marseille on sait ça, c'est une des villes qui a inventé le lazaret et qui a inventé la quarantaine quand même, Marseille. On sait que quand il y a des bateaux qui viennent de pays dans lesquels il y a une épidémie, il ne faut pas les prendre, parce qu'ils vous foutent l'épidémie dans la ville. Donc quand vous n'avez pas d'épidémie, il ne faut pas prendre les gens qui viennent des pays d'épidémiques. Mais le monde entier semble avoir oublié ça, y compris l'OMS d'ailleurs. Hein. C'est contre toute la connaissance, le savoir. Alors ça ne s'enseigne pas à l'ENA, ça s'enseigne peut-être pas d'ailleurs à l'école de Rennes non plus, mais c'est les maladies épidémiques telles que moi je les connais. Les épidémies, j'en ai vu quelques-unes. Et ce qui s'est passé là, c'est exactement pareil, c'est une démonstration pour étudiants. Si vous avez un bateau qui vient de là à là, c'est-à-dire d'une zone qui est très épidémique à une zone qui n'est pas du tout épidémique, avec des centaines de personnes qui débarquent, si vous n'arrivez pas à redéclencher une épidémie, c'est que vous êtes protégé par les dieux. Sinon, vous faites une épidémie, vous voyez là. Quand on n'a plus de cas, il ne faut pas faire l'inverse, c'est ce qu'on a fait. On a fermé les frontières quand on avait plein de cas, et quand on n'a plus de cas, on a ouvert les frontières. Mais c'est pas la maladie infectieuse, c'est pas comme ça. Hein.
C'est pas comme ça les maladies transmissibles. Les maladies transmissibles, c'est quand vous n'avez pas de cas, vous fermez les frontières. Quand vous avez des cas, c'est les autres qui doivent former les frontières, ceux qui n'ont pas de cas en particulier. On ne fait la quarantaine que quand ça n'a d'intérêt que parce qu'on n'en a plus. Alors, pour la Corse, pour l'instant, c'est plutôt stable. Il y a de nouveau quelques cas, mais pour l'instant, c'est plutôt calme par rapport à d'autres régions. Les tests sont toujours obligatoires, les tests antigéniques ou PCR sont toujours obligatoires, et j'espère qu'ils vont le rester encore pendant de longs mois, parce qu'on voit bien que si on ferme les frontières sur une île, eh bien en fait, ça se passe bien. Ça se passe bien en Nouvelle-Zélande, en Australie, qui est plus qu'une grande île, ça se passe bien à Taïwan, etc. Là où ça voyage, bah, ça se passe mal, comme le Royaume-Uni. A priori, le Japon, ça commence à pas bien se passer non plus. On va voir un petit peu là les dom-toms, puisque là tout le monde part en voyage là-bas, vu que c'est la seule destination où on peut aller. Les tests antigéniques ne sont pas fiables à 100%, et j'espère que l'on ne va pas de nouveau contaminer les îles des dom-toms. Donc en parlant des dom-toms et de la Corse, bah, moi je vois pourquoi on ne déconfinerait pas région par région, et comme on est une île, ça ne me choquerait pas actuellement que les bars et les restaurants ouvrent un petit peu comme ça ouvre dans les dom-toms, vu que ça va bien ici, c'est pas quelque chose qui est vraiment choquant en soi. Alors avant d'entamer le débat sur les tests, un petit mot quand même sur les vaccins, parce que ça va quand même très très vite. Alors donc il y a encore un mois, le professeur Rocco, mais la plupart des professeurs étaient quand même assez sceptiques sur les plateaux de télévision. Je vous mettrai des petits cotes dans la vidéo, y compris le professeur Alain Fischer. Alors Alain Fischer, c'est le monsieur que l'on surnomme Monsieur Vaccin. C'est un monsieur absolument extraordinaire et très respectable. Je me demande ce qu'il est allé se foutre là-dedans. C'est un pédiatre spécialisé en immunologie et le père fondateur des thérapies géniques en pédiatrie. C'est un professeur émérite qui a un CV à donner le vertige, tellement il est impressionnant. Donc c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Il a été embauché un petit peu par le gouvernement pour donner un petit peu plus de crédit à la campagne de vaccination. Et on peut dire que sa première conférence de presse n'a pas non plus été très vendeuse, mais bon voilà, il disait je suis scientifique, moi j'ai pas encore vu les études, etc. La vaccination représente un espoir énorme. Les nouvelles qui sont arrivées de par les industriels qui ont développé les premiers vaccins au décours des études cliniques d'efficacité et de sécurité, au cours de ces 2-3 dernières semaines, sont sur ce plan encourageantes et même, dans une certaine mesure, nous ont surpris par la qualité des résultats. Donc je vais brièvement les évoquer, mais avant de les évoquer, je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois, donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information. Donc c'est évidemment un espoir important avec les incertitudes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Depuis, les choses ont vraiment beaucoup changé. Donc les études des laboratoires sont sorties. De nombreuses personnes ont été vaccinées. Donc on en a plus de 4 millions aux États-Unis, plus d'1 million au Royaume-Uni. On en est à plus de 400 000 en Allemagne, plus de 300 000 en France, plusieurs dizaines de milliers dans tous les pays d'Europe. Ah non, on me signale en régie que j'ai fait une petite erreur sur la France, je me suis trompé d'une décimale. Donc c'est pas 300 000, mais c'est 30 000, autant pour moi. Ah non, excusez, décidément, j'ai pas de chance. Je me suis trompé encore d'une décimale, c'est pas 30 000, mais 3 000. Donc dans les autres pays... Ah non, c'est 300 en France. Donc 299 plus Morissette. Donc voilà. Dans les autres pays, on en est à plusieurs dizaines de milliers de patients vaccinés. On a tous commencé le même jour. Alors on nous dit que effectivement, ces quelques centaines de personnes ont pu être vaccinées grâce à une logistique extraordinaire.
Alors oui, on a tous les mêmes doses de vaccins et on a tous la même logistique, on est tous soumis aux mêmes contraintes des super congélateurs et je ne vois pas pourquoi on en aurait beaucoup moins. Encore une fois, là ils ont dit qu'il faut être prudent. Non, alors soit vous êtes pour la vaccination et on y va à fond, soit vous émettez des réserves et certains pays, alors que ce soit particulier ou pas, s'ils émettent des réserves, ils ne lancent pas la campagne de vaccination. Mais là actuellement, il y a plusieurs millions de patients qui ont été vaccinés à travers le monde. Et pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que la balance du bénéfice-risque est largement en faveur du bénéfice. Deux petits bémols. Le premier, et là personne ne peut savoir, c'est qu'on ne sait pas combien de temps le vaccin va immuniser. Quand on voit l'immunité naturelle qui peut durer que quelques mois, il faut se poser la question. Malheureusement, on ne le sait pas et on ne peut pas attendre effectivement 4-5 ans de dire dans 4-5 ans, est-ce que les gens seront encore immunisés? On ne peut pas le savoir. Et effectivement, c'est une pandémie, c'est une urgence. Donc effectivement, sur ce côté-là, on ne peut pas trop se poser la question. Les effets secondaires au long cours, on ne les connaît pas. On peut se dire qu'effectivement, là, depuis quelques mois que la vaccination a commencé sur une grande échelle, plusieurs millions de personnes, et donc là on est dans une phase 4, hein, c'est la phase de pharmacovigilance. Les cas d'accidents graves sont quand même très très rares, donc on peut dire quand même qu'on peut être rassurant en se disant que c'est plutôt bénéfique. L'autre bémol, c'est est-ce que ces vaccins vont être efficaces sur les mutants? Tous les scientifiques veulent se dire rassurants en disant oui, on pense que oui, d'après ce que l'on sait. Il faut quand même bien penser qu'ils se sont tous plantés, donc on s'est tous plantés, donc il faut être extrêmement prudent. On ne peut pas le savoir, donc on l'espère bien sûr, hein, c'est pas de complotisme en disant ça sert à rien, ça ne marchera jamais, il ne faut pas le faire. On l'espère, mais pour l'instant on ne peut pas le savoir. Alors depuis le professeur Fischer, on ne l'entend plus beaucoup, j'ai l'impression qu'il a été évincé par le gouvernement parce que c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement compétent. Il disait voilà, faut rester prudent, moi, je pense que c'est du bon sens. Donc la campagne de vaccination va prendre un grand coup d'accélérateur. Le problème dans l'histoire, c'est que les politiciens gèrent des problèmes scientifiques et ils font les réponses alors qu'ils ne connaissent rien. Je vous donne quelques exemples. En Angleterre, ils ont décidé à l'encontre du laboratoire de ne faire qu'une seule injection. Alors on ne fait pas qu'une seule injection, donc le laboratoire préconise 2 injections, point barre. Donc certains patients me disent pourquoi on fait 2 injections? Je vous rappelle que quand vous êtes petit, la primo-vaccination, c'est 2-3 injections quand vous êtes bébé, mais vous vous en rappelez pas. Quand on donne un antibiotique, si le médecin vous dit on vous donne un antibiotique pour 5 jours, c'est pas 2 jours, parce que si ça marchait, si c'était efficace au bout de 2 jours, on prescrira 2 jours. Hein. On ne prescrit pas des antibiotiques pendant 5 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours pour faire plaisir au laboratoire. Non, c'est parce qu'on sait très bien que dans la pathologie dans laquelle on vous le prescrit, il faut prescrire tant de jours, sinon on se contentera de donner 48 heures. C'est du bon sens. L'autre point aussi, c'est que par exemple, la France a décidé alors, le flacon, en fait, il y a 5 doses dans le flacon. Mais en fait, Pfizer en a mis au moins 6, en cas où il y a un raté, etc. Donc, dans un flacon de 5 doses, vous pouvez faire 6 vaccins. La France, alors les autres pays utilisent les 6 doses. Donc, la France a décidé, les administratifs ont décidé qu'au bout de 5, il fallait jeter le flacon. Donc on se prive d'une dose, ce qui fait qu'au bout d'1 million de doses, on se sera privé de 200 000 vaccinations, ce qui est quand même un petit peu dommage. En dehors du prix que ça coûte, on va dire quand on est dans la sanitaire, l'argent n'a pas d'importance. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte. Mais on va quand même priver aussi 2000 personnes. Ça va être un petit peu dommage parce qu'il va falloir attendre de nouvelles commandes, étant donné que Pfizer et Moderna et ensuite les autres vont quand même produire à fond la caisse. L'autre chose aussi, c'est qu'effectivement, les journalistes vous disent la solution c'est le vaccin, la solution c'est le vaccin. Eh bien, en fait, le vaccin, ça va nous aider, mais ça ne va pas éradiquer le virus. Pour illustrer un petit peu mes propos, tous les ans, on vaccine les gens contre la grippe, et la grippe est toujours là, c'est pas pour ça qu'il y a une éradication de la grippe, elle revient. Donc le coronavirus, a priori, si on en croit les courbes, il va évoluer sur un mode saisonnier et il va être avec nous pendant quelques années. Et je ne pense pas que le vaccin, qui va être une arme pour lutter, va éradiquer le virus de la Terre. Reste à savoir au niveau des traitements, si un jour on trouvera un traitement, je vous ferai une vidéo sur les traitements. Il y a encore quelques pistes qui sont à venir. Les traitements curatifs n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Alors donc les politiciens, alors j'ai pas dit que c'était facile, hein, mais les critiques se sont abattues au niveau de la vaccination parce qu'effectivement on est tellement en retard par rapport à l'Allemagne et à tous nos pays européens. On a commencé, je vous rappelle, le même jour et on a cumulé un tel retard que effectivement là ils se sont fait fustiger même par l'Académie de médecine qui en général l'Académie de médecine ne dit pas trop son mot. Mais là, en fait, ils ont dit qu'il n'y a aucune excuse. Donc, ils ne savent tellement pas quoi faire. Macron, en général, il fait toujours un comité, une nouvelle institution. Je vous rappelle que pour gérer la crise, on a déjà des institutions. La République est prévue. Nous avons déjà plusieurs institutions pour gérer les crises sanitaires. C'était pas suffisant, il a créé le comité scientifique. Alors que normalement, il n'y avait pas besoin. Il y avait déjà des gens qui sont payés par l'État pour faire ce genre de travail-là. Complètement perdu. Il a décidé de créer un comité de 35 citoyens tirés au hasard. J'aimerais bien connaître déjà un petit peu la liste de ceux qui ont été tirés au hasard, mais il a créé une liste de 35 citoyens pour gérer la stratégie des vaccins. Alors si on attend après les 35 Français pour gérer la stratégie des vaccins, moi je me dis que quand on en arrive là, je pense qu'il faut quitter les lieux et donner la barre à quelqu'un qui sache gouverner. Je mets en dehors de cette histoire le professeur Fischer, qui n'a rien à voir avec ces gens qui sont incapables de prendre des décisions. Ils ont voulu, je pense à mon avis, servir un petit peu de son image de grand scientifique pour redorer leur blason, et le pauvre, en fait, il se trouve pris dans cette histoire. Alors actuellement, effectivement, c'est un peu difficile, hein. Il y a deux mots-clés actuellement, c'est vaccin, confinement. Alors, ils ont tellement réussi à nous faire croire que le confinement, c'était la meilleure solution, que maintenant, les maires en appellent à un reconfinement, à un troisième confinement. Les citoyens en appellent aussi à un reconfinement. Donc, encore une fois, je suis médecin et je voudrais qu'on voit la santé et la mortalité des Français dans l'ensemble et pas uniquement l'histoire du coronavirus. À la conférence de presse de Castex, les gens disaient, bah, attendez, les Anglais, ils ont reconfiné, ils reconfinent chez les voisins, s'il vous plaît, reconfinez-nous. Je regarde les choses calmement et qu'il faut les analyser au fur et à mesure. C'est pas la peine de passer sa vie à prédire le pire, parce que c'est pas comme ça qu'on gère les problèmes. Je pense que les gens sont optimistes en parlant de l'été 2021. Donc on va voir de toute façon, il y a de fortes chances que la courbe va diminuer au printemps comme on l'a vu l'année dernière. En tout cas, ça va être difficile de faire la part des choses entre l'efficacité des vaccins et la courbe naturelle, la descente naturelle du virus, comme il y a eu le printemps dernier, avec des cas qui étaient quasiment inexistants et des décès qui étaient quasiment inexistants. Alors d'autant plus qu'en fait, on nous dit si on reconfine, on va refermer les petits commerçants essentiels. Ils n'ont encore rien compris, hein. Donc je vous ferai une vidéo aussi sur les lieux de contamination. Donc actuellement, on le sait, effectivement, ce sont les lieux clos avec beaucoup de personnes, par exemple les supermarchés. Il faudra m'expliquer pourquoi on ne les ferme pas si on confine. Et ce ne sont surtout pas les remontées mécaniques, etc. Alors en fait, on nous dit les remontées mécaniques, pour en revenir au sujet du début, ce n'est pas à cause de ça, c'est pour éviter d'encombrer les hôpitaux qui sont déjà saturés par les traumatismes. Oui, bah à ce moment-là, il faut fermer les autoroutes et il faut fermer les routes, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas conduire, parce que les accidentés de la route, on va les envoyer à l'hôpital, donc il est interdit de prendre sa voiture. Le fait de fermer les remontées mécaniques, s'il pouvait raser les montagnes, hein, il le ferait. Hein. Là, s'il pouvait être aussi intransigeant avec les skieurs qu'avec les banlieues, on n'aurait pas eu 1800 voitures de brûlées encore à la Saint-Sylvestre, malgré le couvre-feu, je vous le rappelle. C'est une information Europe 1, c'est pas une information complotiste. Alors, un dernier petit mot donc, sur les tests. Alors, bon, pour faire simple, il y a les tests sérologiques, donc les prises de sang pour savoir si vous avez été en contact avec le virus ou pas. Ça, je ne vais pas en parler. Ensuite, il y a les tests qu'on fait dans le nez. De famille, les tests PCR, donc les tests que l'on fait et qu'on envoie au laboratoire avec une réponse qui est faite sous moins de 24 heures. Et les tests antigéniques, c'est aussi les tests qu'on fait dans le nez et qu'on peut faire chez le pharmacien, à mon cabinet, etc. Certains me disent, et ils ont raison, c'est pas super fiable. Ce sont ces petits tests-là, vous les voyez. Donc on nous dit c'est pas super fiable. Je suis d'accord, mais c'est mieux que rien. Il faut alors encore cette arrogance française de dire oui mais nous en France les tests ils sont super fiables. Oui alors sauf que par exemple ça je vous donne l'exemple Vivadiag test français alors Vivacek Biotech Yuhal tiens
à Hangzhou, China. Donc test français. Alors ce test, ils sont tellement bien que ce sont des lots qui ont été retirés du marché. On nous a demandé de les mettre en quarantaine. J'en ai d'autres. Je crois qu'un jour, on va quand même crever de cette arrogance et ce nombrilisme français. Effectivement, est-ce qu'ils sont fiables ou pas? Ils sont moins fiables que les tests PCR, mais c'est mieux que rien. Donc il faut toujours continuer à les faire. Il faut espérer aussi qu'avec les générations, vous savez, hein, c'est comme l'informatique, etc., ça s'améliore avec la version 1, 2, 3, etc. Donc il faut espérer que ces tests seront de plus en plus simples et seront de plus en plus fiables. Mais ces tests, on a intérêt s'ils sont utilisés à grande échelle. Si je fais 2 tests comme ça au hasard dans la population, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est un peu comme les tests de dépistage. Si vous faites 2 mammographies à des femmes, ça n'a aucun intérêt. Si vous arrivez à faire des mammographies à 90% de la population des femmes, eh bien là, il y a tout un intérêt parce que les quelques cancers que l'on va dépister, eh bien ça a tout un intérêt. Donc là, effectivement, c'est un intérêt si on les fait à grande échelle. Et même s'ils sont moins fiables que les tests PCR, eh bien il y a quand même des positifs et ils ont quand même tout leur intérêt. Concernant les tests PCR, donc qui sont actuellement les plus fiables, donc ce sont les mêmes tests avec les couvillons dans le nez et que l'on envoie au laboratoire, j'aimerais quand même dire un petit mot et j'aimerais que les médecins généralistes reprennent leur place dans l'évaluation de la positivité des tests. Je m'explique, j'ai reçu beaucoup de tests où il était marqué faiblement positif. Je vais vous marquer une petite copie. Donc faiblement positif, avec des gens par exemple qui étaient diabétiques, cardiaques, 75 ans, etc. Donc des gens qui n'ont jamais toussé, qui n'ont jamais eu aucun symptôme, qui ont été faiblement positifs, qui ont été donc comptés positifs dans les cas journaliers. Et ce sont des gens chez qui j'ai fait une sérologie et qui n'ont jamais développé d'anticorps. Le laboratoire m'a expliqué qu'effectivement, il fallait se fier aux données du constructeur de la machine, mais c'est une idée que je suggère. J'aimerais que dans le résultat, si on dit positif-négatif, on est sur un test qualitatif. Si on me marque faiblement positif, on devient du coup sur du quantitatif. Alors faiblement positif, moi j'aimerais qu'on me marque comme toutes les biologies que je prescris. Si je demande à savoir si quelqu'un est diabétique, le laboratoire va me renvoyer une glycémie à jeun et je vais savoir le taux de sucre. Il ne va pas me dire patient diabétique, oui, non. Une femme enceinte, je vais demander des bêta-HCG, le laboratoire ne va pas me dire positif, négatif, il va me donner un taux de bêta-HCG. Pareil pour les globules rouges, il va me donner un taux d'hémoglobine et d'hématie, pas me dire par exemple anémie, oui, non. Donc ça serait bien si les laboratoires pouvaient donner dans le résultat le nombre de cycles d'amplification à partir duquel le patient était positif. Et là, je pense que c'est au médecin généraliste de reprendre la main en disant, écoutez, vous avez été positif, donc on le compte positif bien sûr, parce qu'il faut bien donner un seuil pour les statistiques. Vous avez été positif à 39 cycles, on peut considérer que de toute façon, effectivement, ça ne craint rien. Vous restez à la maison par précaution. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui est positif à 20 ou 25 cycles, c'est quelqu'un qui est extrêmement contagieux et il faut absolument l'isoler, même dans un hôtel, s'il ne peut pas être isolé à la maison, puisque effectivement le foyer reste le principal vecteur de contamination. Je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne année 2021 et on se reverra prochainement. Je vous ferai une vidéo sur les lieux de contamination. Voilà, sur ce, bonne soirée et à bientôt.